Bonjour, chers élèves. Donc, avant de commencer la deuxième séance, on rappelle que pendant la première séance, on a vu certains points, à savoir comment se fait donc la conversion de l'énergie à travers donc le muscle strié squelettique, et nous avons insisté sur des points, à savoir la contraction musculaire, donc ce qu'on a appelé aussi la secousse musculaire, et on a essayé donc d'enregistrer donc ce travail mécanique ou ce phénomène mécanique grâce donc à un dispositif expérimental qui est le myographe, et donc on a obtenu des tracés, et donc le but était donc d'analyser et d'étudier ces tracés ou ces myographes, ou de ces myogrammes, pardon. Et donc, on a vu plusieurs cas, plusieurs types. On a vu qu'on peut appliquer une seule excitation efficace. Et donc, on a vu le cas d'une secousse musculaire isolée, et par la suite, deux excitations efficaces. Et donc, on a essayé de voir un phénomène qui est très important, c'est le phénomène de la sommation et le phénomène de la fusion. Et on a distingué donc la fusion complète et incomplète. Et puis, on a procédé à plusieurs excitations efficaces successives. Et dans ce cas-là, on a distingué aussi deux types de cas. C'est le cas de tétanos imparfait, où il y a fusion incomplète donc des secousses musculaires, et bien sûr tétanos parfait avec fusion complète. Et donc c'était l'étude en général de la contraction musculaire, donc du phénomène mécanique. Et on a dit la dernière fois que ce phénomène mécanique ou secousse musculaire, il est accompagné par d'autres phénomènes. Et donc, on va commencer par mettre en évidence un premier phénomène qui accompagne donc les contractions musculaires. Et voilà, donc, quels sont les phénomènes qui accompagnent donc la contraction musculaire? Et donc là, on va commencer par les phénomènes thermiques. Comment mettre en évidence donc qu'il y a vraiment un dégagement de chaleur? Donc là, on va essayer d'analyser deux documents, document 1 et document 2. Et d'après le document 1, donc à première vue, la première des choses qui attire, c'est la présence donc, de la sueur chez l'athlète. Et donc cela prouve qu'il y a un dégagement donc, de chaleur. Donc il y a dégagement de la sueur, donc il y a un phénomène de transpiration, et donc ça fait appel donc à quelque chose de calorifique ou de chaleur. La même chose pour le document 2, donc là on va suivre l'évolution de la température pendant un exercice, bien sûr, et on compare entre deux cas, le cas de repos et le cas d'activité musculaire ou d'exercice. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc le plus important, c'est que pendant le repos, il y a une température, une valeur bien précise, et quand on passe donc à l'activité musculaire, un exercice par exemple, on remarque donc qu'il y a une élévation de la température. Et donc, d'après les deux documents, qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, qu'il y a pendant le phénomène mécanique, pendant l'exercice, il y a un dégagement de chaleur. Et donc, on a pu mettre en évidence la présence d'un dégagement de chaleur et donc de phénomènes calorifiques qui accompagnent les secousses musculaires. Et donc, le document 1 montre qu'après un effort physique intense, il entraîne donc la transpiration, et donc, c'est-à-dire production de la sueur, et donc c'est autrement dit de la chaleur. Document 2, donc on va suivre l'évolution donc de la température pendant une séance d'éducation physique, et donc on peut mesurer donc la température du sportif, et on remarque donc cette élévation. Et donc cela prouve en conclusion, voilà, que pendant l'effort musculaire et donc pendant la contraction musculaire, il y a voilà un dégagement de chaleur.
Donc, on a prouvé que pendant l'exercice musculaire, il y a bien un phénomène calorifique. Et donc, la contraction musculaire est accompagnée par des phénomènes thermiques. Comment on va enregistrer donc, cette activité calorifique et ce dégagement donc, de chaleur? Donc, on va enregistrer ces manifestations thermiques pendant la contraction musculaire. Et pour cela, on va utiliser un dispositif expérimental, il est bien déterminé, qui va nous permettre donc de vérifier et de prouver qu'il y a bien un dégagement de chaleur. Voilà le dispositif expérimental utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, on a toujours besoin d'un muscle. C'est la contraction musculaire. Et est-ce que ce muscle, il dégage, est-ce qu'il dégage de la chaleur? Pour cela, on va utiliser des aiguilles. Ce sont des aiguilles qui sont très sensibles. Ils sont formés par des matériaux très sensibles, tels que l'or, le nickel, quelquefois le cuivre. Donc, ce sont des métaux qui sont très, très, très sensibles. Et donc, qui sont soudés. L'or soudé au nickel, puis l'or soudé au nickel. Et donc, on va introduire, regardez, on va introduire le premier directement dans un muscle, et l'autre va être référentiel, c'est-à-dire on va la mettre dans un milieu qui possède une température qui est fixe, qui ne change pas. Et donc, une aiguille, ou des aiguilles au niveau du muscle, des aiguilles dans un milieu qui de température constante et ne change pas, donc référentiel. Si jamais on remarque qu'il y a une élévation de température, donc certainement ce ne sera pas le milieu référentiel, ce sera certainement le muscle. Et donc c'est pourquoi on a choisi un milieu référentiel, donc température fixe, et là au niveau du muscle. Et au moment de l'excitation, donc il y aura variation de la chaleur, et donc c'est certainement le muscle et non pas le milieu référentiel. Et quand on va enregistrer, après l'excitation, on va enregistrer donc un dégagement de chaleur qui sera très 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 minime. On ne peut pas donc le détecter et le voir. Et donc pour cela, ces aiguilles, ils vont transformer tout ce qui est chaleur en ce qui est électrique. D'où le nom, donc ces aiguilles, on les appelle des aiguilles thermoélectriques. C'est-à-dire qu'ils transforment l'activité calorifique, c'est-à-dire la chaleur, en quelque chose d'électrique qu'on peut donc mesurer à l'aide d'un oscilloscope. Mais les phénomènes ne seront pas visibles, donc on aura besoin de quoi? Voilà, on aura besoin d'un amplificateur qui va amplifier donc les phénomènes, et donc on peut facilement voir les changements. Voilà, c'était donc le dispositif expérimental. Donc une fois qu'on va faire des excitations, donc on va enregistrer au niveau donc de l'oscilloscope des tracés qu'on va étudier et analyser. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le document 2 il présente un dispositif expérimental utilisé pour étudier donc la production de chaleur. Et au moyen des aiguilles qu'on a appelées thermoélectriques. Pourquoi thermoélectriques? C'est-à-dire que ce sont des aiguilles qui peuvent donc transformer de ce qui est chaleur en électrique pour facilement les enregistrer au niveau donc de notre oscilloscope, formés de métaux différents tels que le cuivre, le nickel ou l'or, comme on a vu au niveau donc de notre document. Donc l'une des aiguilles, regardez, elle est introduite dans le muscle au repos, et l'autre, voilà, regardez, maintenue dans une température constante, référentielle, inchangeable. Et la différence donc de température, la différence de température à laquelle sont les deux soudures se traduit donc par la production, regardez, par la production d'un courant électrique enregistré donc par l'oscillographe dont l'intensité est proportionnelle. Donc il y a une liaison entre la température et le phénomène électrique. Température électrique, donc thermoélectrique, d'où le nom de thermoélectrique.
électrique. Et donc proportionnel, c'est-à-dire qu'il y a dégagement de chaleur, la même chose, il y aura une activité électrique très importante, et vice-versa. Suite donc à la contraction musculaire, il y a un dégagement de chaleur comme suite. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau de notre appareil, de notre oscilloscope? Quel est le résultat? Quels sont ces résultats? Les voilà, les résultats. Donc, on a essayé donc, de rassembler des différents résultats concernant deux milieux différents. Quels sont ces milieux? Vous avez déjà vu ces noms. Un milieu aérobie, vous vous souvenez, pendant le chapitre numéro 1, vous avez vu donc les phénomènes de respiration et le phénomène de fermentation. Donc, un milieu aérobie, c'est un milieu qui est riche en oxygène, et le milieu anaérobie, il est privé donc d'oxygène, absence d'oxygène. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Les voilà. Donc, pour étudier d'une manière très précise donc, ces phénomènes, on a essayé de synchroniser entre les deux. Les deux. Quels sont les deux? Premièrement, la contraction musculaire, qui est en bleu. Donc, on enregistre la contraction musculaire, qu'on a déjà vu pour la séance 1. Donc, il y a phase de latence, vous vous souvenez? Phase de latence, phase de contraction et phase de relâchement. La même chose dans un milieu aérobie. Mais cette fois, on va ajouter en même temps, donc c'est quelque chose de synchronisé, de l'activité calorifique, c'est-à-dire la chaleur. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, remarquez. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, qu'il y a une activité ou là, un dégagement de chaleur, le voilà, qui se fait pendant la secousse musculaire et un dégagement de chaleur qui vient après, donc en retard par rapport à la secousse musculaire, d'où le nom de chaleur retardée. La chaleur retardée. Alors que là, nous avons une chaleur qui est dégagée pendant la secousse musculaire, donc qu'on va appeler la chaleur initiale. Donc, en comparaison avec le milieu anaérobie, qu'est-ce qu'on remarque? La même chose, donc dégagement de la chaleur pendant la secousse musculaire, mais il n'y a pas, regardez, il n'y a pas de chaleur retardée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc que, en présence d'oxygène, il y a chaleur retardée. En absence d'oxygène, absence de la chaleur retardée. Et donc, on peut lier entre la présence d'oxygène avec la chaleur retardée. Et donc, on peut dire que le phénomène essentiel responsable de la chaleur retardée, c'est la respiration. Et donc, la chaleur initiale, c'est dans un milieu qui est anaérobie, par des réactions anaérobies. Et en plus, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la chaleur initiale, on peut la subdiviser. Observez bien la courbe, que ce soit dans le milieu aérobie ou la anaérobie. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une chaleur, la première, puis une deuxième chaleur. Et son positionnement, il est bien précis. Regardez, la première, elle est synchronisée dans cette phase-là, c'est-à-dire la contraction. Pendant la contraction. Alors que la deuxième, elle est synchronisée avec la phase de relâchement. Comment on va appeler donc ces deux chaleurs? Tout simplement, puisqu'elle est dégagée pendant la phase de contraction, la chaleur de contraction. La chaleur dégagée pendant le relâchement, on va l'appeler chaleur de relâchement. Voilà, chaleur de contraction et chaleur de relâchement. Dans d'autres documents, vous pouvez trouver des chaleurs qui sont plus détaillées. Si on utilise des amplificateurs plus importants, on va voir que même cette chaleur pendant la phase de contraction, qu'on a appelée la chaleur de contraction, elle est subdivisée en chaleur de soutien et chaleur d'activation. Voilà. Et donc, dans le milieu anaérobie, donc l'activité d'un muscle libère donc deux quantités de chaleur. La première, une chaleur primaire
qui est dégagée pendant la secousse musculaire et une chaleur qui vient en retard, qu'on a appelée la chaleur retardée. La chaleur primaire, qu'on a appelée donc la chaleur initiale, hein, a une grande amplitude et de courte durée, alors que la chaleur retardée, hein, qui vient donc après la secousse musculaire, en retard, au contraire, elle est de faible amplitude, hein, voilà. Elle est de très faible amplitude, alors que là, elle est d'une amplitude qui est très importante. Et aussi, remarquez le temps, hein, le temps de la chaleur. La chaleur dégagée pendant la contraction musculaire, c'est-à-dire la chaleur de contraction, elle dure 0,3 secondes, 0,0 secondes, alors que la chaleur retardée, elle dure de 1 à 2 minutes. Donc, c'est une chaleur qui prend plus de temps. Voilà. Et en milieu anaérobie, on a remarqué voilà, l'absence de dégagement de la chaleur retardée. Voilà. Elle n'est pas présente. Elle est absente. Et donc, absence de dégagement de la chaleur retardée, ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que la respiration cellulaire est la source donc de cette chaleur retardée. Voilà. En conclusion, donc ces libérations de chaleur indiquent donc des réactions chimiques qui se produisent pendant les manifestations thermiques. Et donc, ce qui prouve que la contraction musculaire ou le phénomène mécanique, il est accompagné de phénomènes thermiques. Donc, en plus de ce phénomène thermique, on trouve un autre phénomène, c'est un phénomène métabolique ou énergétique. Donc, pour prouver la présence donc, de ces réactions que vous avez déjà vues pendant le premier chapitre concernant le flux d'énergie, on va donc essayer de suivre donc, les données de cette expérience. Donc, le tableau suivant donne des résultats de l'analyse du sang à l'entrée et à la sortie du muscle après la contraction musculaire. C'est-à-dire qu'on va faire une comparaison entre deux cas. Le cas de muscle en repos et muscle en activité, bien sûr, ou en exercice. Et on va essayer de suivre l'évolution ou la variation de certains paramètres, entre autres, quoi? Le volume du sang qui traverse le muscle, puis on va suivre le volume d'oxygène utilisé, le CO2, le dioxyde de carbone rejeté, et bien sûr, on va suivre l'évolution de la matière organique, entre autres le glucose, c'est-à-dire les glucides, et les protides et les lipides. Et qu'est-ce qu'on remarque en comparant donc les deux cas? Voilà, regardez les résultats. Regardez les résultats. On compare donc les valeurs obtenues. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est très facile. On remarque tout simplement une élévation. Quand on élève donc l'intensité de l'exercice, certains paramètres changent et augmentent, à savoir que le sang qui traverse le muscle, il va augmenter. Donc, la quantité passe de 12 litres à 56. Donc, une augmentation. Donc, c'est-à-dire que les besoins vont augmenter. Et donc, le moteur qui est le cœur, qu'il va travailler plus. Aussi, l'oxygène qu'on va utiliser. Regardez, l'oxygène, il était que de 0,3 litres, il passe à 5 litres, à peu près 16, doublé 16 ou 17 fois. Le volume d'oxygène rejeté, regardez, il était de 0,22 litres, il passe à peu près à 6 litres. Le glucose utilisé, le glucose que vous avez déjà vu, bien sûr, le chapitre 1, qui est un métabolite cellulaire essentiel pour la formation de l'énergie. Regardez, il passe de 2 litres à 8, c'est-à-dire 4 à 5 fois. Alors que les autres matières organiques, à savoir les protéines et les lipides, elles restent nulles. Et donc, qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve tout simplement
et ça prouve ce que vous avez déjà vu, hein, c'est le phénomène ou la voie respiratoire. Hein. Donc, on a l'usage de l'oxygène et le glucose, hein, usage de l'oxygène et glucose, donc glucose plus oxygène. Hein. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Un rejet du CO2. Hein. Donc, glucose plus oxygène donne un CO2, bien sûr, plus de l'énergie, bien sûr. Donc, c'est quoi? C'est la respiration cellulaire. Donc, en passant de l'état de repos à l'état d'activité musculaire, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une augmentation du volume du sang. On remarque aussi une consommation importante qui augmente de l'oxygène et le glucose qui seront plus utilisés. Et aussi un dégagement important du dioxyde de carbone. Et bien sûr, les autres métabolites, c'est-à-dire les lipides et les protéines, hein, restent constantes. Donc, ils ne vont pas intervenir dans le métabolisme cellulaire. Et donc, on remarque, hein, ça prouve donc qu'il y a des réactions métaboliques et des phénomènes métaboliques très, très importants. Donc, on déduit que le muscle utilisé utilise donc la voie de la respiration pour obtenir l'énergie nécessaire pour la contraction. Et donc, cela prouve quoi? Cela prouve qu'en plus des phénomènes thermiques ou calorifiques, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène, bien sûr, métabolique et énergétique. Et donc, c'est une réaction que vous avez vue en détail pendant le premier chapitre, qui est le flux d'énergie, que vous avez comparé, bien sûr, avec la fermentation. Et donc, on passe à une autre expérience. Donc, le tableau là, il présente la modification de la consommation d'oxygène et la composition du sang en fonction de l'intensité de l'effort exprimé en kilojoules par minute. Et donc, regardez les résultats obtenus de cet exercice. Donc, ici, on a l'activité, c'est-à-dire l'intensité de l'effort exprimé. Et on remarque donc les résultats obtenus et on suit donc la même chose, deux paramètres qui sont importants, qui sont tout d'abord la consommation en oxygène d'une part et d'autre part l'acide lactique. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc en comparant, regardez, premièrement en ce qui concerne l'exercice, l'effort musculaire. L'effort musculaire, il augmente, 44, 52, etc., jusqu'à 101. Donc, il y a un effort qui augmente progressivement. Maintenant, la consommation d'oxygène, regardez, elle était de 2,17, 2,80, 3, 3,04, puis 3,04, 3,04. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Une augmentation, mais à un moment donné, une stabilité. Une stabilité, donc, la consommation de l'oxygène devient stagnante. Alors que l'acide lactique, regardez, au début, qu'est-ce qu'il y a? Des traces, donc presque nulles, pas d'acide lactique, mais à partir de 68 kJ par minute, il y a une augmentation. Et donc, tout simplement, d'après les résultats du tableau, on peut donc subdiviser les résultats en deux domaines différents. Les voilà. Donc là, c'est un domaine et l'autre, un domaine qui est tout à fait différent. Quelle est la différence? C'est que avec l'augmentation de l'intensité de l'effort, exprimé bien sûr en kilojoules par minute, il augmente. Et en même chose, il y a augmentation de la consommation d'oxygène et pas d'acide lactique. Et donc, c'est quoi? Ça rappelle tout simplement un phénomène que vous avez déjà vu, c'est la respiration. Donc là, c'est la respiration, l'usage donc du glucose, de l'oxygène, pas d'acide lactique. Mais en dépassant cette valeur de 68 kJ par 70 kg par minute, on remarque que l'effort augmente toujours, mais
il n'y a plus d'augmentation d'oxygène. Au contraire, il stagne, hein, il se stabilise. Mais aussi, il y a l'apparition ou le début de l'apparition de l'acide lactique qui augmente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on passe d'une autre, hein, d'une réaction, à une autre réaction. On passe de quoi? On passe de la respiration à la fermentation, et plus précisément à la fermentation, hein, lactique. Une fermentation lactique. Voilà. Et donc, on remarque, d'après les données du tableau, que pour les intensités de, hein, passant de 44 à 68 kJ, hein, par minute, la consommation de l'oxygène augmente de 2,17 à 3,4, alors que la contraction de l'acide lactique est presque nulle. Donc, le muscle utilise dans ce cas le phénomène respiratoire. Hein. Le deuxième cas, c'est que l'intensité de 68 hein, et plus, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la consommation d'oxygène, elle reste constante, hein, alors que la concentration d'acide apparaît et augmente progressivement de 95 à 37,66. Et donc là, on passe donc de la respiration à la fermentation lactique, en plus de la respiration, bien sûr. Donc, voilà, je rappelle donc les deux phénomènes, hein, biologiques que vous avez déjà vus et donc on a mentionné aujourd'hui. Donc la réaction de la respiration, la voilà, donc le glucose plus l'oxygène plus donc l'ADP et le phosphore donne donc dégagement du CO2, de l'eau et bien sûr de l'énergie, que ce soit en forme donc d'ATP ou de chaleur que vous avez vu bien sûr pendant le chapitre de l'influx, du flux de l'énergie. Alors que la réaction de la fermentation lactique, la voilà, c'est un rappel aussi, hein, le glucose, donc en absence d'oxygène, voilà, elle donne donc de l'acide lactique plus une quantité très faible. Donc vous avez comparé entre les deux phénomènes, hein, que ce soit la respiration et la fermentation, hein, avec le rendement énergétique qui est très faible, regardez, que 2 ATP plus une chaleur qui est faible. Voilà, donc on a terminé avec la deuxième séance, hein, qui consiste donc à voir qu'au moment de la contraction musculaire, donc dans l'activité mécanique, elle est toujours accompagnée par d'autres phénomènes qui sont le phénomène bien sûr calorifique, c'est-à-dire thermique, et le phénomène bien sûr métabolique et énergétique. Donc, c'est la fin de cette séance. La prochaine fois, on va essayer de voir donc le muscle, l'anatomie du muscle, la structure du muscle et les constituants du muscle. Voilà, merci et à la prochaine.